Alors, il y a un concept assez simple à comprendre, c'est que la différence entre un email désiré et un email non désiré, c'est pas qu'on ait été inscrit sur une mailing list ou je sais pas quoi, c'est tout simplement que l'email est bon ou pas bon. Il y a quand même quelque chose d'assez dingue dans le comportement des utilisateurs, c'est que les gens sont capables de déclarer quelque chose en spam, non pas parce que c'est réellement du spam dans la définition de je me suis jamais inscrit à cette newsletter, mais tout simplement parce que c'est plus rapide d'appuyer sur spam qu'appuyer sur se désinscrire. Si vous comprenez ça, vous comprenez dans quelle guerre vous êtes vis-à-vis de l'email. On a des startups, la The Family, qui sur des mailing lists tout à fait légitimes, mais des emails tout à fait mauvais, ont des taux de spam supérieurs à nous, envoyant des offres commerciales à des gens qu'on n'a jamais rencontrés et qu'on ne connaît pas. Donc vous voyez comme ça peut monter très vite en fait. Et ça c'est un point très important, c'est que ce rapport au spam et ce rapport au fait d'être dans une situation où ce que l'email que vous recevez, est-ce que vous le lisez ou est-ce que vous ne le lisez pas, c'est tout l'enjeu de la fabrication de l'email. Alors, un email, c'est un objet assez simple, puisque c'est un destinataire, c'est à la rigueur des gens en copie ou en copie cachée, c'est un objet et c'est un texte. Point. Il n'y a pas grand-chose, et c'est pour ça que c'est un outil incroyable en growth hacking, parce que c'est un outil où optimiser, tester et faire en sorte de l'améliorer, ça prend pas beaucoup de travail de variables. Il y a pas, si vous réfléchissez à ce qu'peut être un site internet, c'est une page blanche. Vous pouvez mettre n'importe quoi dessus. Il y a des sites avec des images, des sites sans images, des sites avec du texte, des sites sans texte, de la vidéo, je sais pas quoi. Vous êtes dans l'univers des possibles. Un email, vous êtes dans l'univers de la contrainte. Et d'ailleurs, c'est assez marrant parce que il y a des gens qui essaient de faire des prouesses techniques par email, de mettre des choses qu'on ne pouvait pas mettre avant dans les emails. Et résultat, ils finissent tous dans la boîte spam. Parce que de toute façon, les logiciels de détection du spam, l'une de leurs premiers critères, c'est à quel point l'email est exotique. Exoticité. Ouais, ça. Quand vous faites des emails, la première chose à travailler, qui est vraiment la chose la plus évidente, c'est est-ce que votre objet va intéresser votre lecteur ou pas. Si vous regardez dans les étapes de stratégie d'un email, l'étape numéro 1, c'est l'objet, l'écriture de l'objet, le travail de l'objet, l'optimisation de l'objet. Pourquoi ? Parce qu'un email qui est ouvert ou un email qui ne l'est pas, c'est dû à l'objet. C'est pas dû à son texte. Un email qui est lu ou qui n'est pas lu, c'est déjà le deuxième combat. Donc pour faire simple, vous avez 3 combats vis-à-vis des emails. Est-ce que l'email va être ouvert ou pas ? Est-ce que l'email va être lu ou pas ? Et est-ce que l'email va être cliqué ou pas ? Donc vous avez 3 métriques et vous voulez que ces 3 métriques soient en croissance. Alors, pour faire simple, on va classer les emails en 2 grandes catégories. Vous avez les emails de suivi client et vous avez les emails de conquête client. Aujourd'hui, on ne va pas parler des emails de suivi client. Ça s'appelle coup d'état growth hacking. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on va faire coup d'état suivi client. Non, je rigole. Le sujet du suivi des clients par email, par intercom, vous l'avez vu dans la rétention. Ce type d'email-là est très spécifique dans son écriture, dans son design, dans sa façon d'être structuré. Et vous en avez déjà vu une grande partie sur les sujets sur la rétention. Et il y a des outils très bien comme Intercom qui permettent ça. Maintenant, nous, ce qui nous intéresse, c'est les emails de conquête. Alors, dans les emails de conquête, vous avez 3 grandes catégories. Vous avez les emails en one-to-one. Vous voulez conquérir quelqu'un que vous ne connaissez pas, mais vous écrivez qu'un seul email. Vous avez les emails en groupe, et vous avez ciblé les gens, et donc vous connaissez le segment que vous attaquez. Et vous avez les emails en masse, c'est-à-dire vous êtes dans la stratégie de spam ou la plus simple, vous bombardez et vous essayez de voir ce qui en sort. Alors,
Prenons le premier cas. Le cas des... Vous avez quelqu'un et vous lui écrivez un email en one-to-one. Alors, ce cas-là, il est intéressant parce que c'est sans doute l'un des cas où je suis devenu l'un des plus grands experts puisque je reçois des milliers d'emails en one-to-one par an de gens qui veulent me rencontrer. Alors, je vais faire quelque chose d'un peu méchant. Je vais vous en prendre que je reçois. Et alors, c'est assez dingue, parce que ces emails ont toujours la même structure. Attendez, excusez-moi. Je me suis dit hier soir, c'est un chef-d'œuvre, je voulais pourtant le garder. Je ne l'ai pas effacé quand même. Alors, voilà. Alors, email typique reçu quand les gens veulent contacter quelqu'un qu'ils ne connaissent pas. Bonjour, actif au sein de plusieurs associations et motivé par une grappe de projets, je souhaiterais vous rencontrer pour échanger sur un projet qui me tient à cœur. Dans l'attente de vous lire, je vous souhaite une bonne semaine. Cas numéro 1. Alors, ceux-là, je les appelle relou court. Il est sympa parce qu'il est court, mais c'est un gros relou. Alors pourquoi c'est un gros relou? Parce que pour en dire encore moins que dans cet email, il faut être super fort. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce que sont les projets, on ne sait pas pourquoi il veut me voir, et surtout, il ne me donne aucune bonne raison de le voir. Alors je vais vous en prendre un autre. Bonjour Oussama. Alors celui-là, il est collector. Bonjour Oussama. Je trouve très pertinent et intéressant le dialogue que tu, entre parenthèses avec un point d'exclamation, apporte dans l'univers des startups et la vision de The Family. Il faut dire que tu es un type incroyable. J'aimerais qu'on se rencontre et échanger sur ces sujets. Quand serais-tu dispo? Vu que j'ai un petit avantage en ayant visionné des centaines de tes vidéos, voici quelques-unes des startups où blablabla, je sais pas quoi, et puis après là, je vous épargne la litanie qui est après, parce que c'est parti pour des heures et des heures et des heures. Alors, on va pas en faire 400, c'est toujours la même structure. Grand 1, je flatte, et surtout j'essaie d'en rajouter un maximum. Ayant l'ego facile, j'avoue que c'est pas déplaisant. Grand 2, une fois que j'ai flatté, j'essaie d'instaurer du mystère. Tu sais, j'ai quelque chose à te raconter, j'ai quelque chose à te dire. Il y a un projet un peu spécial qui est ici. Et grand 3, on se rencontre, on prend un rendez-vous. Alors, le problème de ces structurations-là, c'est qu'elles ne répondent pas à l'objet fondamental de pourquoi contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas. Pourquoi contacter quelqu'un que vous ne connaissez pas? Parce que soit il peut vous apporter quelque chose d'évident, et c'est le cas, soit encore mieux parce que vous pouvez lui apporter quelque chose. L'une des bonnes règles dans la conquête des emails, c'est de construire des emails sur un sujet et de les construire à contre-courant de ce que tout le monde fait. Donc posez-vous toujours la question de la personne que je contacte, quel doit être l'email caricatural le plus courant qu'elle reçoit. OK? Et faites l'inverse. Faites le contre-pied de ça. Faites quelque chose qui va la surprendre. Faites quelque chose qui va la faire sourire, sans tomber dans la caricature. Parce que les coups de « je veux avoir l'air cool », du genre « je suis un rappeur mais je suis de droite », ça marche pas. Les gens de droite qui font du rap, ça a toujours l'air ridicule, comme les gens pas cool qui essaient de faire des emails cool. Ça ressort par les yeux, en fait. Et donc, vous ne voulez pas rentrer là-dedans. Alors, comment on fait pour écrire à quelqu'un qu'on ne connaît pas, mais qu'on veut rencontrer? On a quelque chose à lui offrir.
on a quelque chose de réellement intéressant et surtout, on est précis. Par exemple, moi, je cherche quoi? Je cherche des opportunités d'investissement. Je cherche des opportunités de faire rentrer les startups dans The Family. C'est pas très compliqué de savoir ça quand on a vu à peu près un quart d'une demi de mes vidéos. Donc, qu'est-ce qu'il faut me dire? Il faut me dire pourquoi une opportunité d'investissement est intéressante. Maintenant, vous pouvez prendre n'importe qui sur Terre et jouer simplement au jeu. Qu'est-ce que je dois lui dire pour avoir un rendez-vous? Alors, une autre astuce, la meilleure façon d'obtenir un rendez-vous, c'est de surtout pas le demander. La plupart des gens avec qui je prends des rendez-vous, ils ne demandent pas des rendez-vous. Partez du principe que 99% de la vie peut se faire par email. Ce n'est pas à vous de réclamer un rendez-vous, c'est à la personne voulant accélérer le contact et la communication de demander un rendez-vous. Vous ne pouvez pas vous mettre dans une situation où c'est vous qui êtes en situation de réclamer. Votre première victoire, c'est que la personne dise « Bon, c'est très intéressant tout ça, voyons-nous ». Là, vous avez une victoire. Si vous êtes demandeur, comme vous parlez souvent, on envoie ces emails-là à des gens qui sont plutôt publics, il faut que vous vous mettiez 2 minutes, un peu dans leur peau, 2 minutes en empathie. Et l'empathie, c'est vraiment le muscle que vous devez travailler dans l'écriture des emails. Parce que l'empathie, c'est ce qui fait que vous allez comprendre la personne à qui vous envoyez un email. Et quelle est la caractéristique numéro 1 de ces gens-là? C'est qu'ils sont archi sollicités de rendez-vous. Par définition, tout le monde leur demande des rendez-vous. Pourtant, 99% des rendez-vous pourraient être traités par un email. Je ne fais jamais le compte du nombre de rendez-vous que je fais parce que les gens veulent se voir. Et à la fin, je me dis, OK, let me Google that for you, grand 1. Ou grand 2, putain merde, tu ne pouvais pas simplement me poser la question par email, je pouvais répondre par oui ou par non. Et je peux vous dire que quand les gens se sont fait avoir, que vous avez obtenu votre rendez-vous, mais que les gens sortent avec ce sentiment de valeur-là, votre crédibilité vient de perdre -100. Parce que forcément, ça laisse une empreinte sur vous et ça laisse une empreinte sur ce que les gens sont. Donc, premier grand cas d'email, c'est les emails de type « je veux rencontrer quelqu'un que je ne connais pas ». Et dans ce cas-là, ils sont assez simples à écrire puisqu'il suffit d'avoir de la valeur. Maintenant, vous allez vous dire « oui, mais moi, j'ai rien à lui apporter ». Alors, si vous n'avez rien à lui apporter, allez pas le rencontrer. Point. Les rencontres et ce genre de choses dans la vie, ça arrive parce que vous avez de la valeur. Si vous ne croyez pas à votre valeur, c'est pas la peine de penser à un truc. C'est très courant dans l'entrepreneuriat. Par exemple, hier, je me suis engueulé avec une de nos entrepreneuses parce que ça fait 1 mois et demi qu'on lui dit de reprendre sa marque à zéro. Et hier, elle me dit oui, la semaine prochaine. Et hier, j'ai eu 7 emails. Donc au bout du 10e scud, on finit par comprendre ce qui se passe. Et elle me dit un truc du genre, comme je donne pas son nom, elle me dit un truc du genre, mais je ne peux pas exiger d'un mec, je ne peux rien exiger car je n'ai pas d'argent pour payer les gens. Il risque de me dire d'aller me faire voir. Donc cas extrêmement classique. Vous dites à quelqu'un « contact A », vous dites « oui, je vais le faire », à la coréenne, « oui, pas de problème ». En fait, il ne le contacte pas, il n'avance pas, mais il ne dit pas le problème, il ne dit pas immédiatement « en fait, je suis mal à l'aise, je n'ai pas d'argent pour aller le payer ». Et puis, si elle m'avait simplement dit « je n'ai pas d'argent pour aller le payer », j'aurais répondu ce que je réponds à tous les entrepreneurs de famille, j'ai même un copier-coller dans Atex maintenant. Alors, c'est quoi ma réponse ? L'argent n'est pas un souci, tu n'as qu'à payer les gens en différé. C'est dans ta tête que tu n'as pas d'argent, mais si ta marque se vend, tu auras de l'argent. Si ta marque prend un nouvel élan, tu en auras les moyens. C'est donc une question de flux et pas de stock. Donc, tu vas me faire le plaisir de contacter les agences dont on a parlé, leur proposer de les payer le double de la prestation habituelle, mais seulement si tu réussis ta levée de fonds. Peut-être qu'ils ne prendront pas tous le risque, mais il suffit que tu trouves une personne qui est prête à prendre le risque pour pouvoir avancer. Et ce matin, elle a envoyé 10 emails. En fait, c'est un cas typique de « je ne veux pas écrire aux gens parce que j'ai rien à proposer ». Je ne veux pas écrire aux gens parce que mon projet n'est pas prêt. Je ne veux pas écrire aux gens
parce que mon produit n'est pas prêt. Je ne veux pas écrire aux gens parce que je n'ai pas les moyens de les payer. Tout ça, c'est des barrières que vous mettez dans la tête. Dans le monde réel, ces barrières, elles n'existent pas. Si il fallait avoir de l'argent quand on est entrepreneur, il n'y aurait pas d'entrepreneur. C'est comme ça. À un moment, il faut quand même se poser la question de comment ça se fait que toutes ces histoires de types qui partent de rien construisent des choses. C'est tout simplement qu'ils ont quelque chose dans leur tête, c'est qu'ils croient tellement à leur projet qu'ils ne vont pas se poser ce genre de questions. Ils ne vont pas se dire « Ah mon Dieu, le type va m'envoyer chier. Ah mon Dieu, j'ai pas de projet. » Et c'est pour ça que souvent, les entrepreneurs sont des psychotiques. Mais, voire des sociopathes et des psychopathes. Mais si vous n'êtes ni sociopathe, ni psychotique, ni psychopathe, vous n'avez aucune de ces tares-là, vous pouvez apprendre à l'être. Avec un peu de courage, il n'y a pas de problème. Donc, le point numéro 1, quand on écrit des emails, j'essaie d'écrire à une personne inconnue, c'est je dois lui offrir quelque chose. C'est hyper important. Si vous n'avez rien à offrir, c'est que vous n'avez rien à demander. Retenez bien ce principe. Et des emails précis, et des emails sharp. J'ai un projet. Non, j'ai pas un projet. Bonjour, je développe un réseau social pour chiens. Vous voyez la différence? Bonjour, je développe un réseau social pour chiens qui a 15 000 inscrits en moins de 3 mois. Vous voyez la différence? Bonjour, je suis dans un réseau social, truc, machin. Non. Qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos achievements? Un autre email typique, je trouve hyper intéressant ce que vous racontez, j'aimerais en discuter. Pire façon de faire. Bonjour, dans votre vidéo machin, vous dites A. J'en ai été étonné parce que je pense B. Hein? Si le mec a une once d'ego, il va répondre. Mais non, vous avez tort. Ah, c'est intéressant, je ne l'avais pas vu comme ça. Mais d'ailleurs, vous ne pensez pas que... Hein? Ah, intéressant, mais vous ne trouvez pas que ça reflète... Est-ce que vous avez lu cet article ABC? Et si là, le type ne demande pas un rendez-vous, c'est que c'est un connard. Vous voyez, faites en sorte d'apporter de la valeur. Faites en sorte de gagner du temps. Si vous parlez contenu, ce n'est pas la peine de dire aux gens que c'est intéressant. Ils n'en ont rien à foutre que ce soit intéressant. Ils entendent à longueur de journée que ce qu'ils font est intéressant. Je veux dire, à moins de tomber sur des types qui ont que ça à faire toute la journée, de recevoir des gens pour se dire « Ah, qu'est-ce que je suis fort !» Les gens même, à moins que vous tombiez sur ce genre de mec, ça ne marchera jamais d'obtenir un rendez-vous. D'ailleurs, j'ai vraiment pas envie de dire des choses désobligeantes sur personne, mais j'ai remarqué quelque chose dans cet écosystème, c'est qu'il y avait beaucoup de gens qui prenaient facilement des rendez-vous d'inconnus, juste pour cette raison-là. Parce qu'en fait, ils n'ont rien à faire de la journée, ils n'ont plus de travail, ils sont un peu connus parce qu'un jour, ils ont fait un truc dans leur vie, et ils font que ça toute la journée, recevoir des gens qui leur disent ce que vous faites, c'est intéressant. Ah, tu m'étonnes, ils font rien. Donc si vous leur dites que c'est intéressant, ils vont se sentir flattés, ils vont vous recevoir. Plus la barre est haute pour rencontrer les gens, plus c'est intéressant. Donc ça, c'est catégorie 1, retenez ces deux principes. Vous allez voir, en fait, c'est des questions de pratique, c'est pas tant des questions de théorie pour une fois. Grand 2, vous écrivez un email en groupe. Alors, les emails en groupe, c'est très simple. Il suffit d'être discipliné. La méthode, c'est la suivante. Vous prenez un groupe X qui contient X personnes. OK? Donc votre groupe, il a X personnes. Et vous voulez envoyer un email qui va faire une action à ces gens-là. Cliquez sur quelque chose pour passer à l'étape d'après. Premier grand point, ne jamais oublier l'objectif de votre email. Un email ne sert jamais à vendre. Jamais. Un email, ça sert à susciter le désir pour aller sur un site et pour vérifier que les gens sont intéressés par ce que vous faites. Donc, si votre objectif, c'est de faire cliquer les gens, c'est un objectif très différent que de vendre. D'accord? Deuxième chose, retenez que les emails de vente sont efficaces qu'à la condition que les gens sont capables de dire, du premier coup d'œil, pourquoi ils ont reçu cet email. Pourquoi eux. Ça, c'est hyper important. Troisième chose, c'est qu'en fonction de votre situation et en fonction du produit, l'email doit être long ou il doit être court. Plus ce que vous faites est philosophique, plus l'email doit être long. Plus ce que vous faites est concret, plus l'email doit être court. Plus votre email est philosophique, c'est-à-dire plus vous essayez de vendre une vision du monde, un changement, un début de projet. Moi, vous avez des choses concrètes à montrer, quoi. Plus l'email doit être long.
C'est très contre-intuitif. D'ailleurs, un truc me fascine, moi, c'est la caricature des gens qui pensent avoir appris des leçons. Si vous demandez à un type, il faut qu'un email soit court ou un email soit long, il vous répondra, il faut qu'il soit court. S'il a lu les 10 steps de How to write a good email, il vous dira, il faut que ce soit court. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Un email long peut être extrêmement valuable quand vous avez une belle histoire à raconter. Parce que dans ce cas-là, c'est prenant. Et moins vous avez de choses concrètes, plus vous devez être prenant. Plus vous êtes prenant, plus le taux de clic augmente. Alors retenez cette leçon incroyable du web. Plus un contenu est long, plus il convertit. Plus un contenu est long, moins il a de chances d'être lu. Vous voyez le paradoxe? C'est ce min-max qui pointe tous les problèmes des entrepreneurs. C'est qu'ils ne savent jamais s'ils doivent faire un truc court ou un truc long, alors qu'en fait, il s'agit de problèmes d'optimisation. Et un problème d'optimisation, il y a forcément deux variables. Aucun problème d'optimisation se rapporte à une seule variable. Ce n'est pas juste une histoire de longueur de l'email. C'est aussi une histoire de situation par rapport au contenu. Alors, la méthode, elle est très simple. Vous prenez votre groupe X. Vous écrivez votre premier email, quel que soit cet email, qu'il soit bon, mauvais, vous réfléchissez pas très bien. Et vous prenez une unité N. Alors, votre unité N, c'est une personne. Et vous écrivez des emails à la main avec comme exercice de repartir d'une page blanche 100 fois, 200 fois ou 300 fois de suite. C'est la première étape essentielle à tout mailing qui se veut sérieux. C'est écrire à la main les emails en one-to-one. Vous vous mettez derrière votre ordinateur, vous tirez au hasard 300 ou 400 personnes dans votre liste et vous envoyez des emails en one-to-one jusqu'à vomir les emails. Tant que vous n'avez pas atteint le point de rupture psychologique, alors il y a des gens, ça arrive au bout de 10 emails et 1 heure. Dans ce cas-là, vous oubliez le mailing. Mais tant que vous n'avez pas atteint le point de rupture psychologique qui est aux alentours de 200, 300 emails, tant que vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous n'arrêtez pas. Et surtout, ce que vous faites, c'est que vous êtes derrière votre ordinateur quand vous faites ça. Vous ne faites que ça, vous le faites en continu, et vous regardez les patterns de réponse. Est-ce que les gens répondent ou pas? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Quelles questions ils posent? Parce que tout ça, ça va être de l'information pour améliorer votre email. Parce que vous allez dire à un type A, et il va vous répondre B, et donc le type d'après, vous allez lui dire à B. Puis peut-être qu'il va vous répondre C. Peut-être qu'il va vous dire, j'ai pas compris pourquoi tu me parles de B. Dans ce cas-là, peut-être que vous enlèverez B. Et petit à petit, comme ça, vous allez construire votre alphabet d'arguments. Et petit à petit, vous allez tester de la meilleure façon qui soit, avec la meilleure feedback loop, c'est-à-dire en one-to-one et en réel. Toute campagne d'email en groupe commence en réel. Vous verrez, en masse, c'est l'inverse. Grand 2, une fois que vous avez fait suffisamment d'emails, que vous avez suffisamment de réponses, vous avez de quoi fabriquer votre premier mailing. Ne jamais faire de test AB dans un mailing en dessous de 100 000 personnes. Jamais. Pourquoi? Parce que si vous faites en moins de 100 000 personnes des tests AA, vous verrez des différences statistiques énormes. C'est quand un test AA, vous envoyez exactement le même email, à exactement la même heure, à deux groupes de gens sur, par exemple, 10 000, 10 000. Et vous verrez des variations énormes statistiques. Faites très attention. Dans les emails, la signifiance est très haute. Il faut énormément de volume avant d'avoir de la signifiance. Énormément. Et donc, ça m'étonnerait que dans un email de groupe, au début, vous soyez à ça. Donc, ne rentrez surtout pas dans les conneries de test AB. Par contre, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des tests d'objets. Donc, vous allez prendre votre email, votre groupe, et vous allez prendre à peu près 5 à 10% du groupe. Et il faut évidemment que si 5 à 10% du groupe, ça représente 3 personnes. J'ai eu ça récemment. Alors s'il vous plaît, par pitié, évitez-moi des montées d'adrénaline. Récemment, cette méthode est très documentée ici. Et j'ai un entrepreneur qui vient et qui me dit « Ouais, je comprends pas, j'ai envoyé à 5% des gens, j'ai pas eu de retour. » Je dis bah, « Montre-moi ta campagne. » Et là, je vois que 5% des gens représentent 5 personnes. Et je lui dis « Mais si ton groupe, c'est 100 personnes, prends rendez-vous avec les 100. Qu'est-ce que tu es en train de me faire ?» C'est pas un email en groupe d'envoyer à 100 personnes. Pas besoin d'avoir de méthode pour ça. Vous
pouvez même prendre là les 100 mails, les mettre en CC public et les envoyer hein, pendant que vous y êtes. Donc, on parle évidemment, quand on parle de groupe, on parle entre 5 et 20 000 personnes à minima. Sinon, ça n'a pas de sens, ce n'est pas un segment. Si c'est moins de 5 000 personnes, prenez comme règle que si vous pouvez le faire à la main en 1 an, vaut mieux le faire à la main en one-to-one en 1 an qu'en groupe en 1 journée. Donc, à partir du moment où ça dépasse l'année, que votre horizon est supérieur à l'année pour contacter les gens, c'est là que ça devient intéressant d'appliquer ce genre de technique. Donc, on continue la méthode. Donc, vous prenez votre petit groupe de gens et vous allez envoyer des emails en ne changeant qu'une seule chose, l'objet de l'email. Et vous allez tester des objets complètement psychotiques. C'est là où il faut être créatif. Alors maintenant, je ne peux plus raconter cette histoire parce que je passe pour je ne sais quoi. Mais il y a donc, dans une vie antérieure, j'ai fait du mailing à très très grosse pression parce que j'essayais de convaincre des chercheurs par email. Et alors j'ai découvert plein de choses sur les chercheurs. Par exemple, que quand l'email est envoyé par une femme, le taux d'ouverture est de 80%. Quand l'email est envoyé par un mec pour parler de leur article scientifique, il est de 1%. Histoire vraie. Et dans cette population de chercheurs scientifiques, il y a un truc qui était fascinant. C'est que les types, en fait, étaient des psychopathes du spam. Ils détestent ça. Mais quand je dis détestent ça, c'est que même avec un taux d'ouverture de 80%, s'ils avaient le malheur de se rendre compte que l'email était automatique ou l'email était de masse ou un de leurs collègues l'avait reçu et que donc ce n'était pas eux en personne qui étaient visés par un email automatique, leur monde s'écroulait, leur taux d'agressivité explosait et ils écrivaient tout de suite à la fille qui n'existait pas en fait. Et alors, il y avait un truc génial à faire, c'était de dire « je suis vraiment désolé, c'est mon patron qui m'a forcé de faire ça, mais tu devrais regarder parce que c'est intéressant ». Et alors là, le taux de clic explose. Donc, pensez que le but de l'objet, c'est de faire en sorte que l'email soit ouvert, parce qu'un email ouvert, même si après le type n'est pas content, ça engage une conversation. Vous imaginez les emails en tant que canal uniforme où vous faites une action et il y a une réaction. Mais les emails peuvent être beaucoup plus compliqués que ça. Vous pouvez avoir une action qui produit une réaction d'agressivité, qui produit une action de calme et de care, qui reproduit une action d'excuse, qui produit un acte d'achat. Vous pouvez avoir ce genre de trucs. Ils sont, ouais. Le sujet, pourquoi je parle de ça? Parce que l'un des meilleurs objets qui n'a jamais ouvert, c'est vous êtes en liste pour le prix Nobel. Vous êtes en lice pour le prix Nobel. Et même si les types savent que c'est pas vrai, ils ne pouvaient pas s'empêcher d'ouvrir. C'était plus fort qu'eux. C'était juste trop fort en fait comme truc. Et dedans, la première phrase c'était bien sûr que non, mais si vous voulez un jour avoir le prix Nobel, blablabla. Et cet email-là, je me souviendrai toute ma vie parce que j'étais très jeune comme entrepreneur, j'avais 20 ans. Et j'avais embauché des gens qui avaient le double de mon âge ou le triple de mon âge. Et je me souviens d'avoir pris une leçon incroyable sur « mais non, on ne peut pas faire ça, c'est n'importe quoi, les gens ne sont pas idiots, ils ne vont pas ouvrir un email pareil, machin ». Et moi je disais « mais je ne comprends pas, au pire, ils ne l'ouvrent pas, on arrête, pourquoi on ne testerait pas ?» En plus, franchement, on va rigoler à l'écrire cet email. On n'écrit que des emails qui ne nous font absolument pas rire. Donc pour une fois qu'on peut rigoler un peu, faisons-le. Et ça a été un débat de 3h30 sur est-ce qu'il faut le faire ou est-ce qu'il ne faut pas le faire. Et alors à l'époque, j'avais de la patience, je débattais. Et je m'en souviens très bien de cette histoire parce que c'est vraiment un des moments qui a changé profondément qui j'étais. Parce qu'ils sont tous partis à 23h parce qu'ils en avaient marre de débattre. Et à minuit, j'ai écrit l'email et à 9h le matin, il est parti parce que je suis du genre têtu. Parce qu'on avait décidé dans la réunion qu'on ne le ferait pas. Et donc je me suis dit, je vais le faire en secret, si ça ne marche pas, je dis rien. Si ça marche, je vais pouvoir leur dire, vous voyez, j'avais raison. Et le taux de clic et d'ouverture et de machin est worldwide record. On était dans les 90, 92%, alors qu'on n'avait aucun email qui dépassait les 50, 60%. Et c'était une explosion. Et quand le lendemain, je leur ai montré ça, c'est là où on voit comment les gens sont intellectuellement. Ils n'ont pas réussi à intégrer le truc. Ils n'ont pas réussi à intégrer qu'en fait, dans la vie, tout se teste. Et plus ça a l'air dingue, plus vous êtes dans une situation où vous vous dites « c'est pas possible, ça ne marchera jamais »,
plus en fait, c'est peut-être là où ça va marcher. Et alors après, d'ailleurs, c'est marrant parce que les gens se lâchent. On a fait des trucs du genre, vous avez gagné, je sais pas quoi, un voyage, machin, et là, les gens n'ouvraient pas. C'est que souvent, quand on raconte ce genre d'histoire aux gens, on dit aux gens, il faut être complètement fou. Et donc, les gens imaginent qu'à chaque fois qu'on est fou, ça marche. Non. C'est qu'à chaque fois qu'on est fou, la variance augmente, mais l'espérance pas. C'est-à-dire que vous êtes dans une situation où vous pouvez gagner beaucoup plus, mais vous avez beaucoup moins de chances de gagner. Parce que quand vous faites un truc dingue et que ça marche, les retours sont hors normes. Mais quand vous faites quelque chose de normal, les retours sont normaux. Mais vous avez un peu plus de chances de réussir. Vous voyez l'enjeu? Et c'est ça en fait, l'enjeu fondamental. L'enjeu fondamental, c'est comment on fait pour avoir une variance hyper élevée. Si vous jouez à la roulette, par exemple, c'est vaut mieux mettre 200 € sur un chiffre, c'est complètement dingue, mais si ça marche, vous gagnez 37 fois votre mise, que mettre un chiffre sur chaque numéro et vous gagnez 2 fois votre mise, sur la moitié du numéro. Donc vous voyez, c'est vraiment exactement la même chose. C'est quel est votre rapport au retour sur investissement. Quand vous êtes entrepreneur, étant donné que vous pouvez mettre une infinité de numéros et vous pouvez tester une infinité de choses, vous avez intérêt de tester des choses complètement dingues. Donc, première étape, pour revenir à la méthode, donc vous avez fait à la main, vous vous retrouvez sur une sorte d'email, vous avez l'intuition de qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas. Donc, très important, travaillez votre objet, testez-en plein. Et quand je dis plein, c'est 10, 15. Et surtout, un bon exercice pour tester des objets, c'est vous faites des catégories d'objets. Si vous êtes dans les produits consommateurs, il y a une stratégie qui marche à tous les coups, c'est les 7 péchés capitaux. Prenez 7 péchés capitaux et vous imaginez un objet par rapport à votre produit consumer dans chacune de ces catégories. Vous pouvez essayer de trouver des frameworks comme ça. Ou ouais. Ah non. Je suis au taquet sur les questions. Vas-y, lâche-toi. Une autre petite technique, c'est de choisir toujours les mêmes mots-clés qui sont en rapport avec votre activité. Je ne sais pas, par exemple, vous faites des yaourts. Vous vendez des yaourts, vous avez quoi? C'est quoi les grands thèmes du yaourt? C'est la santé. Le yaourt, il est bon pour toi. C'est le goût. Le yaourt, il est bon. C'est on va dire le fun. Le yaourt est crunchy et quand tu croques dedans, ça se transforme en cake. Ce sera un yaourt génial, ça. Quatrième grand thème sur le yaourt, c'est bio, nature. Aucune vache n'a été maltraitée dans la fabrication de ce yaourt. Vous voyez? Et donc, vous prenez toujours les mêmes 4 catégories et vous réessayez toujours de faire des objets en ayant pas ce champ lexical, mais ce thème lexical en tête. Donc là, vous allez vous retrouver avec envoyer un certain nombre de campagnes. Vous allez voir les taux d'ouverture. Et dans ces taux d'ouverture, vous allez voir lesquels objets fonctionnent le mieux. Alors, petite astuce pour éviter les faux positifs. Le grand problème dans l'emailing, c'est que vous avez très souvent des faux positifs. Les faux positifs, c'est quoi? C'est un jour, un stagiaire ici envoie une campagne de mailing avec un objet et 75% de taux d'ouverture. Alors, vous imaginez le type qui vient, donc le stagiaire maltraité, mal payé, affreusement triste, qui vient et qui vous montre, il dit « Regarde, j'ai 75% de taux d'ouverture ». Et là, vous dites « Ah, avant de s'emballer, vérifions quelque chose. » C'est qu'une fois que vous avez votre taux d'ouverture le plus élevé, vous reprenez l'ensemble des gens qui n'ont pas ouvert l'email. D'accord? Donc vous prenez cette catégorie de gens et vous leur renvoyez l'email avec cet objet. Donc, pour faire très simple, imaginez que vous avez 10 campagnes de 1000 personnes. Donc vous avez envoyé à 10 000 personnes. OK? Vous vous retrouvez avec des taux d'ouverture de 10, 20, et il y a un groupe où il y a 75. Ce qui veut dire que dans chaque groupe, dans chaque email, vous avez le groupe des gens qui ont ouvert l'email. Donc eux, vous ne les embêtez pas, ils ont déjà ouvert l'email, vous n'allez pas leur envoyer. Mais vous avez tout le groupe des gens qui n'ont pas ouvert l'email. Or, quelqu'un qui n'a pas ouvert un email, vous pouvez partir du principe que s'il n'a pas ouvert l'email, c'est qu'il ne l'a pas vu. Principe assez simple en fait. Et donc, il ne faut pas hésiter à lui réécrire.
Et vous lui réécrivez avec quoi? Avec l'objet en question. Et vous vérifiez que le taux d'ouverture augmente. Alors évidemment, même s'il n'est pas à 75, ça peut être une bonne nouvelle. Il ne sera sans doute pas à 75, parce que vous avez un biais de sélection, vous prenez le groupe des gens qui ont le moins ouvert. Mais si vous avez un écart statistique, mais que ce n'est pas un faux positif, vous allez constater une grosse augmentation des taux d'ouverture dans un groupe de gens qui vous ont toujours déjà dit qu'ils étaient résistants. S'il s'avère que le taux d'ouverture ne change pas, alors là, vous avez la meilleure nouvelle de l'année. Ça peut paraître étonnant. Mais ça veut simplement dire que par hasard, vous êtes tombé sur un segment de gens beaucoup plus réceptifs. Et si vous faites ce genre de découverte, au lieu de vous tanner à renvoyer et essayer de faire ouvrir les autres, il faut étudier le groupe de gens en question et essayer de comprendre pourquoi il ouvre beaucoup plus que les autres, quel que soit l'objet. Et l'une des bonnes façons de faire ça, c'est d'aller regarder le profil à la main et de comparer les gens et d'essayer de voir, vous tirez des gens au hasard qui ont ouvert, vous essayez de voir leurs caractéristiques et vous essayez de voir s'il y a un pattern. Et si vous ne découvrez pas de pattern et que vous avez un faux positif, c'était tout simplement, c'est du hasard. Et si c'était du hasard, bah, vous continuez à travailler. Donc, une fois que, alors disons qu'un bon taux d'ouverture, c'est un taux supérieur à 30%, parce qu'au-delà de 30%, le mailing commence à devenir rentable. En dessous de 30%, le mailing n'est pas rentable. C'est simple. Si vous avez des taux d'ouverture inférieurs à 30%, ce n'est pas la peine, prenez votre téléphone, c'est beaucoup plus rentable. Parce que vous voyez bien le sujet. Le sujet, c'est que comme c'est plus froid, plus distant, plus dur, ça ne sert à rien de spammer les gens en masse si vous êtes plus efficace par téléphone en leur parlant. Donc en dessous de 30%, ça ne sert à rien. Une fois que vous avez plus de 30% de taux d'ouverture et que vous avez vérifié que ce n'est pas un faux positif, vous prenez l'ensemble de votre base et là, vous la bombardez. Donc vous avez vu les étapes pour construire un mailing sur un segment. Et ensuite, segment par segment, vous recommencez le process et vous itérez en permanence. L'emailing, par définition, c'est une hygiène de vie. La seule façon de bien faire de l'emailing, c'est de le faire tous les jours. Si vous décidez d'instaurer une campagne d'emailing et une distribution par emailing, c'est très simple. Vous envoyez des emails tous les jours et vous recommencez tous les jours, non-stop, un certain nombre d'heures. Vous ne pouvez pas le faire de temps en temps. Si vous avez le malheur de faire une campagne de temps en temps, ou un email par-ci, ou parce que vous avez le lancement, ou je ne sais pas quoi, ça ne produira jamais les effets de long terme que si vous décidez de le faire tous les jours. Après, il faut réfléchir à est-ce que c'est l'investissement que vous avez envie de faire. Par exemple, si vous avez une quantité d'objets finis à vendre, et que vous avez une limite physique, l'emailing est un très mauvais canal de distribution. L'emailing, c'est génial quand vous avez une quantité infinie. Alors, quand je dis l'emailing optimisé, hein, quand vous avez une quantité finie, c'est l'inverse. Alors, justement, ça c'est le troisième sujet, c'est l'email en masse. Alors, l'email en masse, c'est quoi? C'est vous envoyez des emails, vous vous en foutez complètement de la segmentation. La seule chose qui vous intéresse, c'est d'optimiser le taux d'ouverture de façon indéfinie. Alors ça, c'est une stratégie qui est géniale. Dans un cas précis, c'est quand ce que vous vendez en quantité finie. Par exemple, prenez Coup d'État. Vous avez 50 places à vendre sur Coup d'État. Bon, bah si vous êtes bon, vous avez 5% de taux de conversion. Si vous êtes mauvais, vous avez 0,5. Mais à la fin, 0,5 ou 5%, même combat. La seule chose qui compte, c'est de vendre 50 places. Donc, dans ces cas-là, ces cas assez particuliers où vous avez une quantité finie, c'est même pas la peine de réfléchir. Vous fermez votre cerveau, vous oubliez tout ce que je vous ai dit dans la méthode. La seule chose qui compte, c'est vous envoyer des emails et vous gérez le bureau des complaints. Parce que forcément, là, il y a plein de gens, ça donne des histoires très drôles. Par exemple, vos actionnaires reçoivent un email pour leur vendre Coup d'État. Et alors, des fois, vous avez même des réponses drôles de vos actionnaires. Ouais, non, c'est très gentil, mais là, je suis pas dispo pour la formation. Quoi? Tu te sens ciblé? Ou sinon, vous envoyez un email à un type qui a déjà acheté. Et l'email a l'air d'être construit comme si vous le connaissiez. Donc, le mec est hyper confuse. Mais je comprends pas, je viens d'acheter. Ah oui, oui, non, mais je cherche pas, t'inquiète pas. et etc. C'est-à-dire que forcément, dans ces stratégies-là, vous avez de la casse.
Et forcément, votre métier, c'est de gérer la casse. Alors, une règle, et je peux vous dire que normalement, cette règle, on la répète, mais encore récemment, on a eu un petit problème dans l'équipe ici. Alors, une règle primordiale. S'il y a le moindre mec qui se plaint, il a beau être affreux, il a beau être insupportable, il a beau être menaçant, vous faites une seule chose. Vous la fermez, vous vous excusez et vous êtes gentil. Vous n'essayez ni de vous justifier sur la méthode, ni d'expliquer ce que vous faites, ni rien de tout ça. Vous vous excusez et surtout vous maintenez une liste à jour d'unsubscribe éternel. C'est-à-dire que c'est les types que vous testez toujours pour savoir que effectivement dans votre campagne, par le plus grand des hasards, ils n'ont pas leur email qui est revenu. Après, s'ils ont 50 emails aussi, vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous les supprimez 50 fois. Histoire réelle, ça aussi, il y a des types, ils n'ont pas de bol. Et vraiment, ce n'est pas du tout la peine de rentrer. Votre jeu, il n'est pas là. Votre jeu, c'est de vendre la quantité. Tout est bon pour vendre cette quantité. Et donc, vous n'avez pas le choix. Alors, pour les histoires de loi sur le spam, il faut que vous sachiez quelque chose. C'est qu'en B2B, sur cette question de l'égalité du spam, en B2B, le spam est légal, pour faire simple. En B2C, il ne l'est pas.